Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je disais que bienvenue à tous à notre rendez-vous de ce soir, qui est celui de la science au service du peuple. Ce soir, nous avons un orateur assez spécial qui répond au nom du professeur Raphaël Matamba. Il est donc coordonnateur de la cellule technique de coordination et de planification minière, CTCPM en cible. Il est aussi premier vice-coordonnateur scientifique du corps de l'élite scientifique de l'UNITES. Alors, il va nous parler de la problématique de la certification des réserves minérales en RDC. Avant de lui céder le micro, je voudrais rappeler quelque chose. C'est que chaque fois que nous avons soit un orateur, soit un prédicateur devant nous, nous devons toujours lui transmettre une énergie positive. Pour ce faire, je vais vous demander de l'applaudir très fortement. Vous avez combien de 35 minutes? 30 minutes pour votre présentation. Merci. Merci beaucoup, Madame la CG. Alors, merci aussi à tous d'être là. Alors, je pense qu'il y a il y a un mois maintenant, que les chefs de l'État, lors d'un conseil de ministres, un conseil extraordinaire, avait lors de sa communication demandé qu'il y ait certification. Alors, je disais que le chef de l'État avait parlé de la certification, avait voulu que le pays connaisse ce qu'il détient normalement en termes de ressources minérales et que même l'octroi des carnets miniers ou des titres miniers passe par appel d'offres. C'est ce qu'il avait dit. Mais aussitôt le communiqué avait été publié au niveau de la cellule technique, parce que la cellule technique, c'est pratiquement le nom du ministère des Mines, on avait tout de suite compris que le message n'était pas bien transmis. Donc, mais du moins, on a entré un peu dans la tête du chef et on a compris ce qu'il cherchait exactement. Alors, c'est ce que je vais vous présenter ici, comme le ministre des Mines, son Excellence Kizito, en a parlé au Conseil des ministres du vendredi passé. Alors, il y aura deux termes, ressources ou réserves, c'est ce qu'on va voir très rapidement, mais je sais que ce n'est pas un cours qu'on donne à l'université, mais on va essayer d'être un peu beaucoup plus large pour que tout celui qui est ici, quel que soit les domaines d'expertise ou la formation contrainte, de quoi il s'agit. Alors, je vais me mettre comme ça, je vois très bien. Ça, c'est un tableau et la carte. Généralement, quand nous sortons, on va à l'étranger, quand il y a dans des discours, on dit non, la RDC, on a les cobalt, autant de tonnes. Quand si je vous prends ici, j'ai mis en bleu, vous pouvez voir qu'on vous dit la substance, ressources estimées. Donc en tonnes, on vous dit non, on a pour le cuivre 75 millions de tonnes. Pour le cobalt, 6 millions, zinc, 7 millions, cassiterie, 800 000. Ce sont ces chiffres-là. Mais est-ce que ce sont des vrais chiffres ou ce sont des suppositions? Aujourd'hui, on parle de lithium. Ça fait partie des métaux de la transition énergétique. Tout le monde en cherche. Maintenant, au Congo, quand on vous demande qu'est-ce que vous avez comme réserve en lithium, c'est très compliqué. Vous le verrez même, vous le saurez pourquoi. Manganèse, germanium, ainsi de suite, nickel, chrome, on va vous dire non, on a beaucoup de nickel et de chrome dans le Kasaï, Congo, Tchatcha. Maintenant, si quelqu'un dit bon, j'ai l'argent, je vais exploiter. Alors vous allez voir que les gens commencent à fuir. Parce que ressources et réserves et tout ce qui est tout autour, c'est quelque chose que je pense que le gouvernement de Portel devait d'abord maîtriser, comprendre, même si on va être à l'université. Alors, la question est que, est-ce que la RDC dispose des chiffres fiables, j'ai dit,
de ces ressources minérales ou réserves en minerais? C'est une bonne question. Parce que si vous dites qu'on a 100 millions, ça va attirer beaucoup de gens. Les investisseurs seront attirés par ça. Ah, 5 millions, si j'exploite même 50 millions, si je mets 2 milliards de dollars, au bout de 10 ans, je vais gagner par exemple 5 milliards. Il vient vite. Mais si c'est 5 millions là-bas, vous doutez, vous ne savez même pas si c'est 5 millions ou pas, c'est ça le problème. J'explique vite. Je montre toujours ça au commun des mortels. Mine, c'est quoi en 1 minute? Quand je dis mine, dans la nature, c'est caché, vous ne voyez rien. Mais quand on dit minerai, c'est ce qu'il y a là. J'ai mis un peu en transparence pour que vous voyez que c'est dedans. On sait que ça existe, mais on ne sait pas c'est quoi exactement. Alors, l'essentiel, c'est quoi? Quand on dit un géologue, c'est pour déterminer même cette roche-là, ici, par exemple, et il peut, on va voir ça, dire que non, ce qu'il a vu en dessous, c'est ça, ça arrive. Donc, parce que ce n'est pas toujours précis. Mais, en réalité, les ingénieurs des mines, ceux qui ont fait tout ça avant, c'est les géologues. Les ingénieurs des mines, dès qu'ils trouvent que non, en tout cas, on a les minéraux. Maintenant, les géologues, dès qu'ils trouvent l'ingénieur des mines, vient. Alors, qui dit minerai, ce n'est pas tout ça. J'ai toujours expliqué aux gens le terme simple. C'est comme si tu as un fruit, citron ou orange. C'est ça le minerai. Mais ce qu'on cherche, c'est les graines. C'est ça le métal. Donc on dit minerai de cuivre, ça veut dire que c'est quelque chose qui contient le cuivre. Minerai de cobalt, tout ça. Alors le minerai a un nom. Quand on dit calcopyrite, nous on comprend ces noms. C'est le minerai, c'est la roche qui contient le cuivre. Quand on dit malachite, je ne sais pas si c'est le nom. Alors on peut vous demander, vous avez combien de réserves de malachite? Combien de réserves de cobalt? Vous comprenez que c'est simple à comprendre. Alors c'est pratiquement ce qu'il y a en verre. Alors, il y a des gens qu'on appelle ingénieurs métallurgistes, parce que pour retirer ceci, c'est vraiment tout un processus, c'est ce qu'on appelle la métallurgie. Alors, l'essentiel, c'est enlever tout ce qu'il y a ici et avoir ce dont on a besoin, cuivre, cobalt, ainsi de suite. Et dès que vous les avez, c'est ce qu'on appelle concentré. Et après, c'est par exemple la transformation locale pour avoir, par exemple, des produits finis comme film, et si vous les vendez, vous avez autant d'argent. Alors, je reviens, c'est caché. Pour voir ça, il faut vraiment des géologues, faire des sautages, c'est tout un processus qui peut prendre 5 à 10 ans pour déterminer exactement ce que vous avez dans le sous-sol. Alors, comment ça commence? C'est ce qu'on dit d'abord, on doit commencer par l'exploration géologique, ou la recherche géologique. Ce n'est pas connu, mais qu'est-ce qui vous pousse à aller là-bas, à ne pas venir à Kinshasa, mais aller au Katanga, aller au Kassai? Il y a ce qu'on appelle les indices de minéralisation. C'est comme si quand tu marches, tu vois quelque chose, ah, ça se ressemble vraiment au diamant. C'est qu'il peut y avoir le diamant en bas. Ça sont les indices. Alors dès que vous avez les indices, vous devez maintenant faire l'exploration. Alors quand vous faites l'exploration, vous devez maintenant déterminer la quantité, par exemple, et la qualité, si je peux dire dans les termes simples. Donc le tonnage en termes de volume ou de masse, ou soit la teneur. C'est la qualité. Je peux te donner, j'ai un minerai de cuivre, mais il titre 0,2%. C'est que ce n'est pas une bonne qualité. J'ai un minerai de cuivre, mais le cuivre titre là-bas à l'intérieur, c'est 3%. Ça, c'est une bonne qualité. C'est ça qu'on dit la qualité. Alors, dès que vous travaillez, je me suis bon, désolé, ça arrive. Ok. Alors, il y a ce qu'on appelle les ressources minérales. Je commence maintenant avec les termes ressources, pas réserves, ressources. Alors, ressources, voilà. Ok. Alors, ressources minérales, ça veut dire que vous avez fait tout le procédé, tout le processus qu'il y a, je ne vais pas aller en détail, mais vous avez quand même identifié ce que vous avez comme substance utile. Substance
contient ce que vous cherchez. Alors, regardez. Après, par exemple, vous n'avez pas assez d'argent. Vous dites que non, on va aller avec quelques jours, 2 ou 3. Vous avez un peu d'argent, mais vous faites quelques sondages. Comme vous avez vu les indices sur la surface, vous faites quelques sondages. Maintenant, vous déterminez ceci. Vous dites que non, non, en fait, il y a quand même telle quantité avec telle qualité dans les sous-sols. Maintenant, regardez bien. Ce que je donne est pratiquement inférieur à ce qui existe réellement. Alors, dans ces cas, on les appelle des ressources minérales inférées. Quand on dit inféré, tout de suite on comprend que non, on n'a pas fait une prospection détaillée, mais quand même on est parti avec des moyens de bord, on a eu quelque chose. C'est ça. Alors, si vous augmentez le nombre de sondages, vous faites beaucoup, avec beaucoup de géologues pour vous intensifier quand même la recherche, vous voyez que vous pouvez maintenant, au lieu d'avoir la forme là, avoir par exemple 70 ou 65% de, comment je peux dire, de la quantité réelle de ce qui est en place. Alors ça, on les appelle dans le code ressources indiquées. Déjà, quand tu me dis ressources inférées indiquées, je comprends déjà ce que ça veut dire. Mais, plus loin, si vous faites encore beaucoup plus, c'est ce qu'on appelle ressources mesurées. Alors, la confiance ou la certitude, comme on l'appelle en géologie, augmente. Quand tu me dis inféré, je sais que... Quelle étude technique, oui. Économique, ça coûte le prix. Maintenant, environnemental, ah non. Non, non, mais on dit que c'est une zone protégée. C'est que ce n'est plus une réserve. Parce que tu ne peux plus exploiter et avoir de l'argent. Ça reste seulement ressource. Mais là, aujourd'hui, on commence à ajouter la dimension sociale. Oui, les chefs coutumiers doivent être là, il y a les codes miniers, il y a beaucoup de choses là-dessus. Mais là, je vous résume juste. Vous voyez, étude de faisabilité. Quelle faisabilité? Technique, économique, environnementale et sociale. Maintenant, pour que vos ressources là-bas soient appelées réserves. Alors, vous voyez déjà que là, il y a déjà de l'argent. Quand vous dites à quelqu'un ressources, quand vous dites réserve, il sait que je peux avoir l'argent tout de suite. Maintenant, si vos réserves dont vous parlez, vous les avez calculées, ou vous avez fait l'étude de faisabilité à partir de ce qu'on a appelé ressources minérales indiquées. Donc, vous vous rappelez indiqué, la confiance n'était pas très grande, était un peu au milieu. Alors, les réserves aussi, on l'appelle, ce sont les réserves à minérer, mais ce sont des réserves probables. Donc, il y a une probabilité. On peut calculer cette probabilité là-bas. Ça veut dire que, quel est le risque? Si je mets mon argent, j'investis 1 milliard, quel est le risque que je gagne 1 milliard, en fait, que je perde le 1 milliard pour avoir 900 millions, je perds 100 millions, ou soit quel est le risque pour que je ne récupère même pas mon argent. Alors ça s'étudie. Ça, c'est des cours, tout ça qu'on donne aux ingénieurs, ils font ça. Alors, mais si vous avez fait à partir de ce qu'on a appelé ressources minérales, vous avez vu que le degré de confiance est très élevé, mais vous avez calculé vos réserves, là on les appelle les réserves minérales prouvées. Donc quand on dit réserve, certification des réserves, vous devez comprendre que non, ce n'est pas vraiment de la mer à boire, c'est beaucoup de choses. Alors quand on dit prouvé, déjà avant, quand on dit probable, c'est qu'en termes de gains, c'est un peu peu. Mais quand on dit prouvé, déjà, on sait que c'est déjà beaucoup d'argent. Donc il y a une certitude, et géologique, et financière, économique. Parce qu'il y a toutes ces études qui ont été faites, et c'est vraiment beaucoup d'études. Un projet minier, le jour où on le commence, il faut compter 10 ans ou 15 ans pour qu'il soit pratique. Donc vous n'avez qu'à voir au Katanga, mine de Kamo, ils ont commencé en 2008. C'est aujourd'hui qu'ils commencent à produire. Mais ils ont dépensé 2 milliards de dollars pour trouver ces réserves-là. Et aujourd'hui, s'ils vendent, dans les 5 ans, ils peuvent avoir même 5 milliards ou 6 milliards. Donc, ce n'est pas des trucs du petit quota. Alors, comme je l'ai dit, voilà, étude de faisabilité. Donc, pour passer de ce qu'on appelle les ressources ou réserves, il faut cette histoire ici. Alors, la certitude économique, les risques diminuent quand vous passez des ressources aux réserves, et c'est une étape très, très importante. Alors, quand vous allez à l'extérieur, vous dites non, non, on a 100 millions de tonnes de cobalt. Est-ce des réserves ou des ressources? Même quand vous dites non, réserve, probable, prouvé. Ressources, inférées, indiquées ou mesurées. C'est comme ça. Voilà. Ça, c'est un exemple simple. Quand on dit réserve, ça ne veut pas tout simplement dire que non, vous l'avez déjà enlevé du sol. Non. C'est que vous avez fait des études. Et aujourd'hui, avec des sondages, on peut même avoir la configuration du gisement.
Mais quand on dit même l'étude technique, ce n'est pas seulement l'étude pour mettre des engins exploités. Non, même pour faire les traitements. C'est ainsi que, je vous montre ici, on vous dit, feasibility pit outline. Ça veut dire que si je dois faire une exploitation à ciel ouvert, voilà la configuration même de mon cratère. Donc la mine à ciel ouvert, ça sera comme ça. Et là, vous allez voir que non, je vais déposer par exemple les rejets miniers là-bas. Là, par exemple, c'est un concentrateur pour commencer à traiter les minéraux. Mais vous voyez, le terrain est vide. Donc tout ça, c'est fait alors que c'est dans le sous-sol, on n'a encore rien fait. C'est ce qu'on appelle les études de faisabilité. Donc tout. Et voilà, un exemple. Donc, à la fin, quand on commence à exploiter, on sait déjà qu'on va arriver à ça. Avant même aujourd'hui, avec beaucoup de sondages, on peut les mettre dans un logiciel et vous montrer même une coupe, la profondeur, par exemple 450 mètres. Alors on veut même les types des minéraux, la teneur même, tout, la zone primaire, la zone oxydée aussi, la zone supérieure, tout, le logiciel est fond. Et le logiciel aujourd'hui peut vous faire en 3 dimensions. Donc, avant de l'exploitation, j'aurai un gisement, voilà, je vais tourner en 3 dimensions, il vous donne le volume, il vous donne la teneur, et vous pouvez même, et c'est pourquoi on estime que non, le gisement qui est là, si je mets l'IA, ça peut me rapporter un IA 500, tout de suite. Alors voilà, il y a même des scénarios d'exploitation, avec des zones très riches, des zones très pauvres, ainsi de suite. Donc ça s'est fait déjà avant. Et tout ça, c'est avant qu'on dise que c'est réserve. Tout, on fait des sources, on fait ce que je peux exploiter. Si j'exploite, je peux exploiter comment? Ça me prend du temps. Alors, ça je l'ai dit, je ne sais pas pourquoi ça revient. Comment se passe ce processus-là au Congo? Au Congo, notre pays, le Congo est là. Moins de 15% du territoire national est couvert par des travaux de recherche géologique. Moins de 15%. Donc sur les 100%, 85% on ne connaît rien. Et le moins de 15 là, je peux dire même 90%, 10% ça peut être les travaux qui avaient été faits par les Belges, qui ont même classé par exemple des zones où il y a des ressources et des zones où il y a des réserves par exemple. Et là où il y avait des réserves, la Géramine a exploité, la Sokimo à l'époque, la Niba, des entreprises du portefeuille. Alors, quand je dis moins de 15%, ça veut dire que sur l'ensemble du territoire, là où j'ai mis des gens là-bas, c'est tout ce qu'on connaît, combler les déficits en termes de connaissances géologiques. Alors, à vrai dire, le terrain est vide. Alors, comment ça se passe quand les gens viennent? Maintenant, comme les gens connaissent déjà qu'il y a des endroits où il y avait des études à l'époque, maintenant, quand ils viennent pour exploiter, ils savent que non, ceux qui ont exploité ici ont eu du cuivre ou d'autres. Non, c'est que ça doit être aussi tout autour. Mais ils n'ont pas de certitude. Alors quand ils viennent, c'est là qu'intervient ce qu'on appelle les cadastres miniers. Ils viennent au cadastre minier, ils demandent ce qu'on appelle permis de recherche. Je vais aller dans telle zone pour rechercher s'il y a des substances minérales en dessous du sol et les exploiter. Et on lui donne les permis de recherche. Je vais vous dépasser. Je ne veux plus vous donner les détails de tout ce qu'il y a tout autour. Alors, le permis de recherche ne peut d'abord l'aider qu'à identifier les ressources. Vous comprenez? Dès qu'il a identifié les ressources, il dit non, j'ai trouvé ceci, il peut faire. Mais le code minier dit, quand on vous donne les permis de recherche, c'est 5 années. Renouvelable une fois. Donc tu peux faire 10 ans. Alors au bout des 10 ans, si tu n'as rien trouvé, alors les permis, donc c'est que tu n'as rien trouvé. Ok? Alors, après le permis de recherche, s'il fait les études de faisabilité, il a trouvé quand même des ressources et il trouve que c'est intéressant ici, il demande maintenant le permis d'exploitation. Maintenant, les permis d'exploitation ici, ça veut dire que ce sont les réserves. Il exploite, il va mettre de l'argent pour acheter, tout. Ça veut dire que quand il va exploiter, il va gagner de l'argent. Maintenant, on ne va pas lui donner comme ça. Quand il dit non, j'ai fait des études, j'ai trouvé des ressources, maintenant j'ai fait les études de faisabilité pour trouver que non, c'est bon, donnez-moi le permis d'exploitation. On va lui demander, donnez-nous des études de faisabilité. On va voir comment tu vas procéder parce que tu pensais inventer. Et c'est ainsi qu'il y a une commission d'évaluation des études de toutes les entreprises minières au Congo que vous voyez, qui ont les PE. Ça veut dire qu'ils doivent envoyer des études de faisabilité. La CTCPM, c'est des noyaux même centrales, on siège au Congo, tout ça, pour commencer à étudier tout ça et voir que c'est bon, c'est mauvais. Alors, c'est ainsi que si vous allez sur les sites du cadastre minier, vous n'avez qu'à taper sur Google cadastre minier, vous allez voir qu'ils vont vous donner une carte. Une carte des droits miniers, donc des titres miniers, donc des carrés miniers. Alors si vous regardez ici, on vous dit droit de recherche actif, permis de recherche. Donc tout ce qui est en rose ici, c'est les permis de recherche. Donc les gens qui ont payé pour faire de la recherche, détecter les réserves.
Tout ce qui est en jaune, par exemple, là, on vous dit permis d'exploitation. Mais pour les gens qui regardent tout de suite, ils vont voir qu'il y a beaucoup de choses seulement Katanga. Et là, regardez même le rose, c'est tout autour. Mais le reste ici, c'est presque vide. Pourquoi? C'est ce que je vous ai dit que non. Ils sont partis juste dans des zones où on avait exploré à l'époque. Parce qu'ils savent que la probabilité de trouver de nouvelles réserves et de nouvelles ressources est importante. Voilà. Maintenant, quel est le problème? Le président de la République a dit non. Il y a une mafia énorme, que je vais expliquer tout de suite rapidement. La mafia est telle que quelqu'un il dit non, je vais un permis de recherche. Moi, on lui donne un permis de recherche, il se pointe ici. Et puis, au bout de 5 ans, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Au bout de 5 ans, il fait quoi? Il donne ça, il crée des coopératives. On commence même à exploiter. Donc il trouve quelque chose, mais c'est toujours couvert par un permis de recherche. Après 5 ans, il dit non, je n'ai rien trouvé, il faut renouveler. On renouvelle encore, alors en même temps, il exploite. Et au bout de 10 ans, on a mis les permis, il a géré beaucoup d'argent. Il a juste payé le permis de recherche. Mais pourquoi? C'est parce que nous, on ne connaît même pas là où il est parti pour faire la recherche. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, le chef de l'État a dit non, on ne peut plus continuer à faire ça. Il faudrait qu'on ait d'abord nous-mêmes une idée de ce que nous avons. Comme ça, quand quelqu'un vient pour me dire donnez-moi un permis de recherche, on sait que là où il part, il ne peut pas mettre 2 ans. Parce que nous, quand on avait travaillé le pays, on avait trouvé qu'il y avait des ressources, par exemple, inférées, ou des ressources indiquées. C'est que s'il doit continuer des recherches, tout ça, c'est une maximum 3 ans. Donc quand on lui donne, on sait les surveiller. Et même ça, ça doit passer par les appels d'offres. Donc, c'est-à-dire qu'on met en compétition. Vous venez, qui offre le bien, allez, vas-y. Il faut qu'on ne connaisse rien. C'est-à-dire que les gens font tout ce qu'il faut. Alors là, on peut mettre déjà sur la carte, ça c'est ce qu'on a proposé au président, donc le travail qu'on a fait. On peut déjà commencer sur la carte, dire que dans cette zone du Kasaï, un peu au Bantoudou, on a des ressources minérales, mais c'est inférieur. Donc le degré de connaissance n'est pas géologique, n'est pas élevé. Comme ça, si quelqu'un dit non, moi je vais améliorer, on sait déjà que nous on avait fait 1000 étapes. Quand il va continuer, il ne va pas aller plus loin, il ne va pas nous rouler. Donc aujourd'hui c'est une mafia, je ne peux pas aller en détail ce qui se passe. Alors c'est ainsi maintenant que quand vous devez maintenant octroyer des carrés miniers, du moins avant même que le monsieur vienne demander le permis de recherche, vous savez, parce qu'il y a des gens pour lesquels la GECAMIN avait travaillé. C'était même des réserves connues tout. Lui il vient demander un permis de recherche. Alors quand il vient demander un permis de recherche, dès qu'il a, il commence à exploiter. Il s'arrange avec des gens, tout ça, il exploite. Et puis il donne de l'argent aux familles, des millions de dollars, des trucs comme ça, et puis ça passe. Alors si on savait déjà que là où il a demandé, cette zone là-bas, ce n'est pas un permis de recherche, il faut un permis d'exploitation, on ne lui donne pas tout de suite. Bon, je vais chuter, je suis très bavard, quand c'est bon, bon, excusez-moi. Alors, quel est le coût approximatif? C'est bien, mais c'est coûteux. Alors là, je ne vous donne pas parce qu'on ne l'a jamais fait. Même quand le président l'a dit, il y a des gens qui sont partis. Non, on peut faire la certification de ceci, tout ça. Mais quand on dit, regardez juste ici, évolution des budgets total pour l'exploration des métaux non ferreux et le nombre de compagnies, et ainsi de suite. Mais un exemple simple, si vous prenez par exemple en 2023, quand on met ici 15 000, c'est 15 000 millions de dollars, ça veut dire 15 milliards. Donc, si vous regardez bien, si vous prenez par exemple que je dois faire l'exploration pour déterminer la quantité de nickel, donc c'est au minimum 5 milliards de dollars, je ne parle pas de 5 milliards. Alors, si vous dites l'or, si vous dites tout ceci, maintenant imaginez-vous tout ce qu'on a comme commodité ou ressources minérales, c'est que ça veut vous prendre. Donc, si vous voulez faire un travail sérieux, c'est que ça doit vous faire automatiquement autour de 30-50 milliards. Et il y a des pays très développés qui l'ont fait, qui ont couvert leur territoire par la construction géologique, qui sont partis au sol avec des sondages. Non, ils l'ont fait. Le Canada, l'Australie. Alors ça, je disais, mais souvent, vous allez voir ce qu'on vous dit, répartition géographique des budgets d'exploration en 2023. On vous montre à travers des zones dans le monde. Amérique latine, Canada, Australie, États-Unis. Mais regardez l'Afrique, 10%. Mais regardez les pays comme Canada, 19%. Du budget total, hein, donc si dans le monde entier, on a dit, il y a eu 200 milliards qui ont été dépensés pour l'exploration géologique, lui a mis 19% de ces 200 milliards. Mais toute l'Afrique, tous les 50 pays où c'est vierge. Alors, les recommandations, c'est quoi?
moins de 15% du territoire national est couvert par des travaux de recherche géologique et minier. Ça veut tout simplement dire que nous ne connaissons pas notre sous-sol et c'est un réel problème. Le service géologique national du Congo a été créé pour combler le déficit en termes de connaissances géologiques. En termes de recommandations, il propose d'identifier les recherches géologiques en vue de connaître le contenu de son sous-sol. Optimiser l'octroi des droits miniers de recherche, d'exploitation, etc. Soumission à une mise en concurrence. Tout ceci passe nécessairement par l'assainissement du fichier cadastral et la rigueur dans l'évaluation des études de faisabilité. Pour le reste, je vais donner la parole à l'auditoire pour les questions. Mais avant cela, avant de passer à la série des questions et réponses, je m'en vais rappeler les règles. Beaucoup l'ignorent souvent. Vous levez la main, on vous accorde la parole, vous commencez par vous présenter. Pas beaucoup de commentaires, passez à l'essentiel. Comme ça, l'orateur aura le temps de répondre aux différentes questions. Je vais prendre la première série de 5 questions. Ok, Maître Jean-Martin. Merci, Madame la CG, pour la parole nous accorder. Merci, Monsieur le Professeur, pour votre exposé. Je suis venu en retard. Je n'ai pas une question, j'ai une question. Présentez-vous, s'il vous plaît. Maître Jean-Martin Kabeya. Maître Jean-Martin Kabeya, membre de la cellule juridique du CISU UDMS. Prof, je disais tout à l'heure que je suis venu en retard, mais au bon moment, juste à ma préoccupation. Des fois, les interventions ou les sujets qui sont traités ici, nous les traitons sur le plan scientifique, mais ça traite directement aux réalités, aux problèmes qui touchent la population. Je vais poser la question ou ma préoccupation sur le permis d'exploitation que vous avez parlé. Beaucoup d'entre nous ici sont membres ou membres d'une zone ou bien propriétaires de boutiques, pharmacies ou quoi que ce soit. S'il y a des avocats ici, ils savent comment nous sommes embêtés. On demande le permis d'exploitation à une maman qui vend de l'eau dans un kiosque. Je voudrais d'abord savoir les permis d'exploitation, c'est quoi et ça doit être donné ou octroyé à qui? Une pharmacie, une boutique où on vend mayonnaise, sardines, est-ce qu'on doit demander un permis d'exploitation? Nous voulons tous ici savoir pourquoi oui, c'est nous mettre à l'abri. C'est juste ça ma question. Merci, monsieur le professeur. Passez le micro. Joseph Baboula, ingénieur agronome et assistant à la faculté des sciences économiques cliniques. Félicitations pour les sujets choisis, cher professeur. Je retiens que 15%, c'est ce qui est connu sur l'ensemble des réserves minérales que nous pouvons avoir et qu'il reste beaucoup à faire. En même temps,
dites, la cellule dont vous avez la charge de diriger est un service technique au gouvernement. En même temps, je voudrais savoir, en tant qu'organe technique, ayant compris les soucis du chef de l'État, parce que le chef de l'État, en ayant épinglé dans sa tête la volonté de pouvoir voir les choses les mettre en ordre, qu'est-ce que vous avez initié comme stratégie, parce que vous avez déjà compris les souhaits du chef de l'État, afin de rencontrer sa vision et sa volonté. Merci. Ok. Derrière vous, c'est Je remercie les professeurs. C'est un sujet d'actualité qui concerne nous, surtout les chercheurs. C'est chef des travaux DRB, chercheur en économie de l'éducation. Notre pays est invité à beaucoup de défis, entre autres du développement. Qui dit développement nécessite des moyens. Or, le secteur minier, c'est parmi les secteurs qui apportent plus pour permettre à notre pays de pouvoir se développer. Avec tout ce que vous aviez dit, j'aimerais vous poser des petites questions. La certification, c'est un processus qui nécessite plusieurs étapes. Or, pour arriver à l'étape terminale qui est la certification, il faut mettre beaucoup de moyens. Apparemment, notre pays, juste après les Belges, n'a pas pu capitaliser les études qui ont été faites par les Belges pour permettre à ce que les générations futures puissent s'approprier le développement. Ça, c'est le premier constat. Qu'en est-il de la société espagnole, Excalabir, qui a été contactée par le gouvernement congolais afin de faire des études de faisabilité, plutôt des études aérospatiales, pour identifier, parce que vous venez de soulever le point là sur l'identification de nos minerais. Voilà ma petite question. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'est le professeur Wangi. J'ai une question, ça va être des questions. Je viens de Haute-Ouélé, sur Haute. Alors, j'ai partagé la même chambre avec un géologue. Un député est venu voir, un député national est venu voir les géologues. Il dit que non, j'ai ma concession quelque part, venez voir si à quoi il ça. Le géologue est allé, après 2 jours, il est rentré, comme on était dans la même chambre, il dit que non, non, en tout cas, la concession, elle est riche. Ça va, il y a riche, il y a beaucoup et tout ça. Je veux savoir qu'est-ce que les géologues avaient fait dans peu de temps pour savoir qu'il est riche et tout ça. Donc voilà. J'ai trouvé là-bas qu'il y avait il y avait beaucoup des gens qui exploitaient de façon artisanale. Je veux savoir, ils avaient quel document pour cette exploitation artisanale où ils vendaient tout ça là-dedans. S'il vous plaît, donnez le micro professionnalisé. Ça fera 5 questions déjà. C'est la dernière pour la première série. Professeur Elisée Gouda. Bon, je vais commencer par féliciter l'orateur pour sa présentation. J'ai juste 2 petites préoccupations. C'est un peu autour de ce qu'il a dit. Donc, il y a 15% aujourd'hui que nous connaissons, mais la question que je pose, c'est 15%. J'ai l'impression que c'est depuis un peu l'époque coloniale. C'est un peu vers ces années-là. Mais qu'est-ce qui fait que 64 ans après l'indépendance, quelle est la difficulté? Comment on n'arrive pas à aller au-delà des siècles? Parce qu'après 64 ans, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui doivent avoir évolué. Quelles sont les limitations? Et deuxièmement, quelles sont les limites? Je vois pour les géologues par exemple, quelles sont les limites des moyens aéroportés par exemple pour faire une exploration? Est-ce qu'il y a des limites ou c'est suffisant? Ou quelles sont les limites? C'est ça fait ma question. Merci. Merci beaucoup. Je m'en vais donner le micro à mon auteur du jour pour les réponses.
Merci beaucoup. Donc, je vais répondre à ces questions. Je commence par Maître Jean-Martin. Alors, moi, je vais juste me limiter dans mon domaine minier. Donc, je suis cordon minier. Bon, bref. Il y a d'autres types de documents qu'on demande aux exploitants, je ne sais pas, PME, tout ça. Il y a des documents, parfois, ministère de l'Environnement, il y a beaucoup de documents qui ont des noms comme permis d'exploitation, autorisation de ceci. Tout comme dans les mines aussi, on demande aussi autorisation d'ouverture des carrières, parce que même les carrières, vous voyez, c'est toujours les mines. Alors, chez nous, quand on dit permis d'exploitation, c'est un droit minier. Un droit. Donc, c'est un document qui te confère le droit d'exploiter une substance minérale au niveau de la République démocratique du Congo. Alors, il y a beaucoup de conditions pour l'obtenir, tout ça, on va parler en détail. Dans les domaines de mines, ça s'appelle droit minier. Donc, ce droit minier-là, il demande même ce qu'on appelle permis d'exploitation. Voilà. Maintenant, quand on demande aux pharmaciens, aux autres, donnez-nous les permis d'exploitation. Le terme d'exploitation, ils sont dans de l'exploitation minière. On exploite les ressources minérales. Mais ça peut se substituer pour dire, je ne sais pas, c'est l'exploitation, ça veut dire voir ou ça ne sais pas. Alors, M. Joseph, quelle stratégie? Oui, mais je l'ai dit ici. J'ai dit, le chef a parlé de cela il y a un mois. Si vous voyez le conseil des ministres, le compte rendu du conseil des ministres, c'est clair là. Il avait demandé tout cela, mais à la fin, il avait dit, dans les 30 jours, le ministère des Mines devrait lui présenter une note d'orientation assortie d'un calendrier. Donc ça veut dire que le ministère des Mines devrait lui présenter 30 jours comment procéder et le calendrier. Ça va, donc on dit le calendrier, il fait des routes. Donc il fait des routes déjà avec des étapes et des chiffres, ainsi de suite. C'est ce qui a été fait. Alors, quand on dit la stratégie, nous sommes une cellule technique, mais nous ne sommes pas seuls, il y a beaucoup de services spécialisés au ministère des Mines, Camille, service géologique, c'est tout ça. Alors, quand il y a des questions comme ça a évalué, voilà. Alors, je pense que c'est nous à qui on envoie tout ça, le ministre, et nous on convoque tout le monde là. C'est ce qu'on appelle des commissions interservices. Donc, on convoque ces chez nous. Alors quand on convoque des géologues, des ingénieurs, tout ça, voilà, le président dit ceci, qu'est-ce qu'on va faire? Et on travaille. Puis après, quand on a travaillé, on donne à son excellence. Donc la stratégie, c'est celle-là. Comme j'ai dit, ce n'est pas quelque chose qui va, on ne sait pas, dans une année, 5 ans. Ça peut s'inscrire dans la durée, donc 15-20 ans, si vous voulez des résultats fiables. Donc c'est ce qu'on a présenté pour l'instant. Mais les prochaines étapes, ça on attend. Par exemple, on peut dire que non, vous posez beaucoup d'argent, commencez d'abord avec ça, maintenant on peut se dire avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a tellement de choses, je n'ai pas voulu aller en détail. Donc, ok, j'explique quand même. Pour l'instant, il y a 2 domaines miniers. Il y a ça qu'on appelle les domaines concédés et les domaines non concédés. Tous ceux qui ont obtenu le permis de recherche, et vous voyez la carte là, avec les zones là-bas, c'est leur domaine. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est-à-dire que l'État ne peut plus entrer là-bas. Et même quand on dit aujourd'hui que non, nous avons 75 millions de réserves en cobalt, ce n'est pas dans notre domaine, c'est dans le domaine concédé aux Chinois. Mais comme c'est sur notre sol, ça fait la République démocratique du Congo, c'est pourquoi on dit que ça, c'est le domaine concédé. Mais là, pour l'instant, même dans la proposition, il faut d'abord qu'on commence d'abord par ces domaines-là. Parce qu'eux-mêmes aussi, quand ils trouvent, ils cachent des vrais résultats. C'est ce que je parlais de l'audit, du fichier cadastral. Tous ceux qui ont les PD, tous ceux qui ont les PR, qu'est-ce qu'ils ont déjà trouvé? Alors, si on a ça, on a des valeurs de statistiques fiables. Alors, les domaines non concédés, c'est les domaines vierges. Et vous voyez, attendez. Voilà. C'est pas concédé. Là, partout, il y a des Chinois, tout ce que vous voyez là-bas, c'est le contrôle là. Le reste ici, on connaît rien. On a juste des indices. Alors, ça a demandé beaucoup d'argent de l'année.
Alors il y a les deux là. Mais là on peut aller vite dans les domaines déjà. Comme ils ont déjà travaillé, ils exploitent, ils peuvent nous dire qu'ils ont comme réserve tout de suite. Et là on va mettre dans le registre des réserves du domaine concédé, mais qui appartient à l'État. Parce que quand ça sort du pays, ce sont des Chinois qui exploitent, qui vendent d'abord aux autres Chinois. C'est quoi dans les problèmes avec les Américains? Bon, ça on va aller à côté. Mais quand ça sort, c'est étiqueté que c'est la production de la RD Congo. Alors en réalité, ils ne payent que les redevances minières. Ok? Et les autres types de taxes qui payent là. Mais en réalité, c'est eux, c'est pour eux, c'est leur domaine, leur périmètre minier. Merci. Alors, 3, le CDBA, qu'en est-il des X-Calibre? Ah oui, ça c'est une très bonne question. Donc, dans le programme d'action du premier mandat de Fachi, même dans le programme d'action du deuxième mandat du gouvernement civil, là, vous allez voir que parmi, je pense, quel axe, si j'ai oublié, 2,5%, il y a des objectifs pour les secteurs miniers. Les objectifs, on parle de promouvoir l'image de la RDC comme destination fiable des investissements étrangers. Parce que l'image a été salie parfois, parce qu'il y a une guerre, les enfants d'animés. Mais là, pour moi, soigner, c'est tout ce qu'on fait. Mais si vous allez plus loin dans les objectifs, vous allez voir un autre qu'on a dit, améliorer le niveau de connaissances géologiques, intensifier les recherches géologiques. Ça, c'est comme ça qu'on a écrit cet objectif. Ça veut dire dit avant. Maintenant, avant, il y a eu maintenant cette firme là-bas, c'est X-Calibre. Alors, comment ça fonctionne? En 2018, on a créé ce qu'on appelle le fonds minier. Vous connaissez ce qu'on appelle les fonds miniers? On dit les fonds miniers pour les générations futures. Si je vous demande l'argent qu'il y a là-bas, ce n'est pas moins de 600 millions de dollars. Maintenant, on avait dit l'argent là, c'est frapper des disponibilités. On doit financer la recherche géologique. Comme ça. Mais 600 millions, je vous ai dit que ça ne couvre même pas pour un seul élément. Il faut au moins 2 milliards pour seulement parler de nucléaire. Vous ne savez rien. Mais c'est ainsi qu'on dit alors, même si on ne peut pas aller en détail jusqu'à l'évaluation des réserves, tout, mais est-ce qu'on peut d'abord commencer par la construction aéroportée, le prof. Alors c'est ce que Salibur a fait justement. Et même là, il ne peut pas faire ça. L'ensemble du système passe. On a les gens comme ça. Alors on leur a donné quelques blocs. On a choisi des blocs au Kassai, des blocs à l'Équateur, je pense, et dans une zone là où quelque part. Quelques blocs. Alors les blocs là on choisit, c'est des blocs où il y a eu déjà des petits travaux préliminaires et beaucoup d'indices. Alors maintenant lui passe avec la télédétection, il peut prendre des images et voir déjà quelle coloration. Ça ce n'est que superficiel. Mais pour évaluer les réserves, déjà pas les réserves, déjà les ressources. Quand on dit les ressources, vous connaissez la quantité et la qualité. Mais ça peut être à des degrés, des certitudes différentes. Donc, ils ne sont pas encore descendus au sol. Tout cela, ils ont couvert de quelques zones. J'ai vu qu'on va donner 70 millions. Tout ce qu'ils ont fait là, 70 millions. Ils n'ont pas rien fait. Donc, c'est comme si sur les 100% du travail, ils n'ont même pas fait 1%. Mais ils ont déjà consommé 70 millions. Ce n'est pas que c'est des aventuriers, non. Mais ça coûte énormément parce qu'ils sont au Canada, ils sont partout. Mais vous connaissez aussi les systèmes ici, on dit 70 millions. Donc ça va bien. D'ailleurs, on en a même parlé au gouvernement. Je pense qu'on voulait même le rattacher quand même ces marchés-là pour donner aux personnes sérieuses. Parce que ça avance des sommes. Parce que même les services géologiques à qui on devait remettre les données, c'est vrai qu'ils seraient libres d'envoyer les données en Espagne. Donc, vous voyez un peu, les gens nous donnaient, ils envoient en Espagne. Ils ont les traite là. Alors que dans le protocole d'abord, tout était dit que toutes les données sont en point. Ils doivent même former tous ces géologues qui sont là pour mettre les équipements. Donc ça, c'est des problèmes comme il y en a partout. Alors, le prof a posé la même de bonnes questions. Qu'est-ce que les géologues ont fait dans peu de temps pour... Oui. Le prof... Ah oui, je vois. Donc, je voulais juste vous dire en passant que... ici, je connais. J'ai donné pour là-bas pendant 3 ans. À l'université de Numéroui, de 2015 à 2018. Et j'ai formé des géologues 2018, 2016, 2018. À l'époque de... Il est toujours là, Massoki qui était
été à la lumière. Alors, on venait même de là. Quand j'ai été là, parce qu'on avait ouvert la faculté de géologie, et tous les géologues qui sont là, c'est moi qui les ai formés. Les premiers géologues, c'est moi qui parle de les former. Et aujourd'hui, je travaille chez Kibali, on a fait le tour à Kibali partout. Le problème, c'est que cette zone-là est connue pour l'or. Okay. Kilomoto, le zone là-bas, depuis les Belges, on savait qu'il y avait beaucoup d'or. Alors, il y avait des zones, on avait fait des sondages, tout ça, on pouvait avoir des ressources là même. D'autres où il y avait des indices, des surfaces, ainsi de suite. Alors, un géologue, par expérience, s'il va dans une zone, il voit ce qu'on appelle les affleurements. Donc, il voit, ça c'est un affleurement. Il fait, par exemple, sur 10 mètres, il voit encore un affleurement. Par exemple, moi je fais l'entame de formation géologique. Une roche, par exemple, ça peut être des schistes, mais qui contiennent quand même des traces d'or. Il va encore là. Il peut déduire, ils étudient ça, la continuité, tout de suite. Il peut voir ici, il voit plus loin, il dit non, c'est pas continu, c'est juste ponctuel. En termes de gisement, quand on dit gisement, il faut avoir des grandes quantités complexes. Je ne peux pas avoir un gisement qui se passe en un mois, en an. Si vous voyez les gisements miniers, on dit non. Kibali vous dit non, avec tout ce qu'il a découvert comme réserve, il a encore 20 ans. Et pendant qu'ils exploitent, ils font des extensions, des recherches supplémentaires. Ils disent non, mais là, on peut aller jusqu'en 2050. Mais les permis qu'ils ont, leur donnent 25-40 ans. L'exploitation, ils sont maîtres des éthers là, pendant 40 ans. Très bien. Alors, le géologue peut les savoir tout de suite. Et il peut, même pas la profondeur, hein, juste la surface, qui a continuité, et faire des petites tranchées, des petits puits. Donc ça peut faire 1 mois, 2 mois, et puis ici, c'est bien de suite. Mais généralement aussi, c'est ça qu'on appelle le brownfield. Parce que dans l'exploration, il y a ce qu'on appelle les greenfields. Les greenfields, ça veut dire des terrains vierges, où il y a la végétation, je ne sais rien, je vais découvrir moi-même les indices. Alors, le brownfield, ça veut dire qu'il y a déjà une exploitation dans la zone. Alors on cherche tout autour. La probabilité de trouver la continuité est très élevée que si vous êtes dans une zone où il n'y a rien. Alors c'est ainsi que vous allez voir même les grandes sociétés minières, pour commencer l'exploration, ils vont là où il y a des trésors. On dit que les trésors, c'est les explorateurs. Donc dès qu'ils ont commencé, ils regardent seulement comment ils exploitent et ils peuvent s'imaginer même comment la minéralisation dans le coin se forme. Donc il peut, tout dépend ainsi de suite. Alors, il y avait aussi l'artisanat minier document. Alors là, il y a tout un service du ministère des Mines, on appelle ça SAEMAB. Donc, c'est connu. C'est le service d'assistance et d'encadrement des mineurs artisanaux, je vais dire. C'est l'artisanat minier et la mine à petite échelle. Donc, le ministère des Mines a créé parce que c'est non, mais on parle à peine des millions de trésors. Et quand on voit les problèmes qui créent environnementaux avec tout ce que là, par les Américains, les ONG internationaux, donc il faut vraiment qu'il y ait un service. Alors c'est ce service là-bas qui octroie des agréments. Donc elles n'ont pas besoin de permis. Quand on dit permis de l'échelle, ça c'est pour les grandes entreprises qui chiffrent en termes de milliards de dollars. Mais là, quand vous avez des petites concessions comme ça d'ici ou cette parcelle ici, vous avez une minéralisation. Non. Une mine, en fait, Kibali ne peut pas venir ici. Glencore ne peut pas venir là. Non, ça c'est un jour. Donc pour eux, c'est un jour. Alors maintenant, là, c'est les artisanaux maintenant, ils font ça. Mais pour le faire, maintenant, comme c'est formalisé, c'est réglementé, on leur octroie des agréments. Mais on n'octroie pas à un individu. Le nouveau code minier dit que non, il faut des coopératives. Vous devez vous regrouper en des coopératives. C'est pourquoi on parle de coopératives minières. J'ai une coopérative que je peux être responsable, mais à l'intérieur, il y a donc 50 artisanaux. Comme ça, maintenant, c'est la coopérative qui rend compte. Il a des documents officiels et il a la zone dans laquelle il travaille et il est suivi. Donc, mais, ça c'est théorique. Sur le terrain, il y a ce qu'on appelle les coopératives des mallettes. Donc, comme nous sommes ici, chacun peut avoir même 5 coopératives. Et voilà, même sans agrément, ça fonctionne avec les Chinois, les Québécois. La dernière question, prof, il disait merci. Ok, il dit moins de 15, c'est même pas 15, on dit moins de 15, ça peut être 10 ou 12. Et puis c'est ça aussi, parce que vous n'avez qu'à voir, depuis l'époque belge, et 60 ans après, pourquoi ça n'évolue pas. Ah voilà. Donc juste les zones où j'ai mis ici, ben, si vous prenez, c'est pratiquement beaucoup de villes. Hein. Donc depuis les Belges, on s'est concentré sur ce que les Belges nous avaient laissé. Donc on n'a pas eu une politique de faire une exploration ou les extensions de ce que les Belges nous avaient donné. Donc, comme les réserves étaient tellement énormes, ils sont toujours là.
Ce sont les nouvelles entreprises qui viennent, les privés, qui ont des permis d'exploitation, qui commencent à découvrir, comme Kamoa. On parle par exemple en 2026, la RDC va devenir la première puissance mondiale en termes de production du cuivre. Donc on va dépasser le Chili. Pour l'instant, nous sommes deuxième. Le Chili vous fait pratiquement 4 millions, 5 millions. Donc 4 millions. Nous, on est autour maintenant de 3 millions. Or, avec ces moyens de découvrir par Kamoa là-bas, d'ici 2026, on dépasse les 5 millions. Alors, comment ils ont découvert? Parce qu'ils ont quand même leur permis, les recherches, ils ont fait des explorations, ils ont trouvé. Mais nous, c'est la politique de ce qu'on nous a laissé, c'est bon, comme il y en a toujours, on ne passe même pas à l'avenir. Le fonds minier, là, on a créé pour que l'argent, là, on ne touche pas, qu'on investisse dans la recherche pour les générations futures. En 2050, 2060, nous, on peut écouter tout ce qu'on connaît, mais que les nouvelles générations trouvent quand même que non, on a découvert d'autres. Même on ne va pas faire 100 ans, on va mourir. Alors eux vont profiter de ce qu'on a découvert, ainsi de suite. Alors c'est ça. Donc c'est pour vous dire que c'est énorme ce que les Belges avaient laissé. Et c'est ainsi que toutes les entreprises viennent toujours là, dans le brownfield. Parfois en demandant des permis de recherche, là où il y a déjà la minéralisation connue et documentée. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent par terminer en Belgique. Comme tout est là, ils partagent, ils regardent tout, ils ont toutes les données. Et ils savent que non, là, si on met une année, on a tout. Alors, ils passent au permis de recherche. Pour le rechercher là où c'est déjà connu. Et pendant qu'il a le permis, il exploite. Après 5 ans, vous lui dites, mais c'est 5 ans. Mais il faut venir renouveler. Il dit non, je ne renouvelle plus. Il a tout exploité, il est parti. Alors que le permis d'exploitation, c'est encore cher. Et s'il commence à exploiter, il doit payer des dépenses, des taxes et des impôts. Et ça, c'est échappe à l'État. Alors, limite pour l'explos aéroporté, bon, j'en ai quand même parlé, mais ça vous donne des indices, mais un peu larges. Avec les yeux, je peux voir si je me promène, mais les surfaces sont grandes, les superficies sont énormes. Je peux voir ici, d'ici jusqu'à mon, comment je peux dire, à Ngaba, rond-point Ngaba, mais si je dois aller jusqu'au Bas-Congo, il faut quand même des avions, ainsi de suite. Alors c'est vraiment limité. Et même après ça, c'est ce qu'on appelle la géophysique aéroportée. Ça nous donne des informations des surfaces. Or, les gisements, c'est en profondeur. Nous savons que ça nous donne tous les indices. Maintenant, quand on a la zone, on délimite la zone. Maintenant, on descend sur le terrain, on amène les sondages pour maintenant faire des forages. On prélève les carottes, on amène des échantillons au laboratoire pour voir l'intérieur. C'est tout un processus. Moi, je vous ai parlé de 10 ans. Donc, ça ne se fait pas en un jour. Merci. À la deuxième série de 5 questions. Mais avant cela, j'aimerais quand même rappeler quelque chose. Ayez l'habitude de poser des questions qui ont trait avec le sujet du jour, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien de poser la question juste pour qu'on voit que vous avez posé la question. Restez dans le sujet. Merci beaucoup pour la parole. C'est M. Eric Tonzel Piandila, mathématicien de formation, ENA, secrétaire général de l'éducation géologique. Merci beaucoup, cher professeur et Gordon. J'ai deux courtes questions. La première est de savoir par rapport à la certification. Est-ce qu'en soi, elle peut aussi constituer un indicateur objectivement vérifiable pour déterminer, pour anticiper même les valeurs, la valeur ajoutée qui sera décernée au niveau de responsabilité sociétale des entreprises minières? Parce que j'ai eu à exposer, nous avons vu qu'il y a un peu de flou sur C. Est-ce que la certification de nos réserves peut être un indicateur objectivement vérifiable? Et la deuxième petite question, c'est de savoir sur ces processus qui s'avèrent en tout cas peut-être être longs. Est-ce qu'avec l'avènement de la révision du code minier en 2028, ça prend normalement 10 ans, est-ce que la CTCPM s'engage ou a déjà des stratégies pour voir comment intégrer ça au niveau du code minier et de tout ce qui va suivre? Merci beaucoup. On va être retrouvé quand même. Merci pour la parole. Je suis M.
Mbeka, chimiste, chef de travaux à l'enseignement supérieur et attaché des recherches. Attaché des recherches au ministère des Recherches scientifiques. Je commence par vivement souhaiter et féliciter l'orateur du jour, M. le professeur, pour avoir abordé ces sujets qui suscitent tant d'intérêt. Et il l'a bien brossé et il nous a vraiment éclairé. Mais deux petites préoccupations. La première, c'est, je commence par faire ce constat, le processus de certification qui nous coûte très cher parce qu'il a dit que, vu le coût et la durée, enfin les investisseurs ne sont pas attirés, ils sont peut-être découragés. Et il y a la fraude minière qui s'ensuit parce que, puisque c'est tellement fastidieux, bon, ceux qui se jettent dedans, ils en font n'importe quoi. Et ma première préoccupation est la suivante. Quels sont les paramètres que vous-même vous avez bien maîtrisés, qui sont à la base de ce coût et de cette durée très très élevée? Et ça, c'est une question qui reste. Mais déjà, je voudrais suggérer ceci. Dans ce processus, vous citez des intervenants scientifiques, chercheurs, et apparemment, la liste n'est pas vraiment exhaustive. Vous ne pensez pas que vous ne faites pas concourir les compétences requises, toutes les compétences, pas toutes, mais quand même, le minimum possible, pour pouvoir accélérer ces choses et écourter des durées, par exemple. Parce que je vous ai entendu beaucoup tourner sur les géologie. C'est pas mauvais, mais la prospection, l'exploration ne suffit pas. Ça, c'est le ressort des géologues. Lorsque vous allez pour connaître la qualité, ce que vous avez appelé qualité là, donc les teneurs, il faut faire appel aux chimistes, que vous ne les avez pas cités. Si vous laissez seulement les géologues seuls se battre, ça peut traîner, peut-être qu'ils sont limités, ils ne vont pas avouer. Alors qu'il fallait faire concourir aussi les chimistes. Moi qui vous parle, je suis témoin de cette fraude minière. Et là, je souligne le deuxième paramètre. Est-ce que vous ne mettez pas en cause, vous n'incriminez pas la crise de confiance en interne? Parce que chaque fois quand vous devez recourir à l'extérieur, et vous ne pensez pas qu'en interne, on peut faire l'affaire aussi, même si partout, parce qu'au finish, il faudra certifier par des organismes reconnus. Mais ne fût-ce que les recherches. Je travaille dans un labo, un des grands labos du pays, et j'ai été dans un grand laboratoire sud-africain qui est rattaché à leur ministère des Ressources humaines. Je suis détenteur d'un certificat, j'ai vu ce qui s'est passé là-bas, excusez-moi, et la fraude, les minéraux qui quittent la RDC pour être analysés dans ces labos-là, ça m'a choqué parce qu'on a les mêmes certificats, on a les mêmes niveaux, mais j'étais surpris de voir que tout allait là-bas, ça me retrouvait là-bas, et je voyais, et ça m'étonnait. Mais pourquoi sur place, on ne nous fait pas confiance? Donc, quels sont les paramètres que vous incriminez? Comment on peut les étudier dans le sens de réduire un peu le coût et la durée? Voilà un peu la question que vous posez. Ok, troisième question. Merci pour la parole. Ma question va dans le sens de je suis M. Nanyembo Stéphane, assistant ingénieur. Je suis géologue, master en géologie, hydrogéologie. Donc ma question va dans le sens de mon prédécesseur. Il y a plus mis l'accent sur l'aspect géochimique pour étudier la qualité des minéraux, ainsi de suite. À vous entendre parler, l'accent a été beaucoup plus mis sur les géologues. Pourtant, nous savons que dans l'exploration, que ce soit de pétrole ou de mine, l'exploration a des étapes. Nous avons les géologues qui interviennent presque en première position pour connaître
les structures géologiques ainsi que leur texture, parvenir aussi aux indices de surface. Après quoi, on doit normalement faire appel aux géophysiciens par les méthodes telles que la gravimétrie, la magnétométrie, ainsi de suite, pour essayer un peu de cerner l'espace sur lequel on peut trouver ces minéraux. Bien sûr, avant d'arriver au sondage que vous avez fait mention. Alors, vous n'avez pas fait mention aux géophysiciens, non plus à l'étude géophysique. Pourtant, c'est très important. Après la géologie, on doit passer normalement par la géophysique pour enfin arriver au sondage. Est-ce par omission que vous n'avez pas fait mention d'eux ou bien ils ne sont pas importants? Voilà ma petite question. Avant de revenir ici, je pose même la question à ceux qui sont dehors. Y a-t-il quelqu'un qui a une question dehors? Bon, donnez le micro au professeur. Merci. Moi, c'est M. Eustache Diboukwadi, je suis professeur à l'Université de Kinshasa, donc dans la mention sciences et technologie. Je félicite d'abord l'intervenant, donc monsieur le professeur, chers collègues, par rapport à votre thème traité, qui est un thème d'actualité très important, avec la problématique notamment des certifications de l'exploitation des ressources minérales en RDC. Je pense qu'il y a un problème que nous sommes en train, que vous avez expliqué, vous avez posé, qui nécessite des solutions. La première question est celle-ci. Quel est le plan d'action? Autrement dit, est-ce que la RDC a un plan d'action en termes de l'exploitation dans le secteur minier d'ici 2050? Parce que dans le plan d'action, presque tout ce qui est comité, ce sera inclus. Je pense qu'un collègue qui vient de poser la question ici, il dit que l'exploitation des ressources minérales, il s'agit d'une activité qui doit avoir toute une combinaison, surtout dans le cadre des études de faisabilité, études d'impact. Il y a la dimension écologique, la dimension environnementale, la dimension sociale et la dimension aussi technique. Est-ce qu'en d'autres pays, la RDC, nous avons cette politique, par exemple, quels sont les acteurs impliqués dans le cadre des études des impacts, notamment en termes de secteur forestier minier? Est-ce que la RDC a cette politique-là? Quand nous allons dans d'autres pays, vous allez voir, quand il y a un problème, directement on recourt derrière la liste des gens. La RDC, ça dépend. Mais maintenant, chez nous, est-ce que nous avons cette politique-là? Les acteurs qui sont impliqués dans le cadre, par exemple, des études de faisabilité, les chimistes, les géologues, les climatologues, les environnementalistes et tout tant d'autres. Donc, je pense que cette préoccupation. Et la dernière, ils ont posé la question ici, quelle est la durée pour le permis, notamment des recherches? Jusque-là, je n'ai pas encore répondu. La durée est de combien? Parce que vous avez dit qu'il suffit, on donne à quelqu'un un permis, notamment de recherche, il peut profiter derrière ce permis, il peut exploiter et tout en d'autres. Alors, quelle est la durée par rapport à ça? Merci. Ok, merci beaucoup. Professeur? C'est Célestin, professeur Aridiki. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Moi, c'est Célestin Chimanga, professeur Aridiki. J'ai deux préoccupations. La première, c'est celle de savoir qu'est-ce qu'on veut dire aux gens qui pensent que partout les Belges ont laissé des grands édifices, ce sont des références minières, surtout au village. Il y a des gens qui pensent que partout les Belges ont laissé des grands édifices, des grandes écoles, églises catholiques, les hôpitaux, ce sont des références. Il y a des gens qui pensent de cette manière-là. Pouvez-vous confirmer cela? Et la deuxième question,
Bon, je ne parviens pas à comprendre comment est-ce qu'une entreprise qui détient les permis de recherche peut arriver à faire l'exploitation sans pour autant que le gouvernement congolais ne soit au courant de ces démarches. Qu'est-ce que le gouvernement congolais fait pour ne pas arrêter ces gens-là, retirer ce qu'ils ont comme permis de recherche et peut-être leur demander de payer certaines pénalités? Merci. Ok. S'il vous plaît, Maître Dame, on va chuter par l'histoire. Merci Madame pour la parole. Je remercie au professeur Raphaël pour l'exposé brillant. Je m'en vais vite lui dire précisément ma préoccupation. Vous avez parlé de la certification. Que je vois la certification par rapport à l'exploitation nous amène directement à un dilemme minier qui, autant de jours, on n'a pas pu trouver solution jusqu'au jour où c'est qui est le cas pour le permis d'exploitation. Alors, on nous a pris au piège au point que, vous l'avez mentionné, presque toutes les entreprises qui viennent, ou les soi-disant investisseurs qui viennent, ils préfèrent faire des recherches et exploiter en même temps. Et maintenant, du temps de Laurent Désiré Kabila, on avait initié la CSA, vous l'avez mentionné ici, pour l'exploitation artisanale, nous découvrons qu'au jour d'aujourd'hui, l'État congolais n'encourage pas l'exploitation artisanale. Mais il tend toujours la main à l'investisseur étranger qui, une fois qu'il vient, passe par la recherche et quand on veut maintenant investir, on nous pose la problématique de la certification. Voilà qui fait que même l'AMIBA, les cas d'espèces que je peux évoquer directement, n'est pas, aujourd'hui n'a pas d'investisseur à cause de la certification des réserves. Pourtant, nous savons que l'AMIBA exporte, mais juste pour trouver un investisseur, il faut avoir la certification de ces minéraux qui coûte très cher. Quelle est la voie qu'il faut, en tant que CTCP conseil, au ministère de mines, vous proposer au chef de l'État par rapport à l'exploitation artisanale qui peut pallier à ces difficultés de la certification? C'est-à-dire, c'est une proposition qu'il fait, parce que nous avons trouvé que l'exploitation artisanale pallie à l'exploitation des minéraux. Et nous cherchons toujours à exploiter par la certification qui nous coûte très cher, au point que même les réserves de l'AMIPA, par exemple, quand on veut certifier, ça coûte des milliards, tandis qu'on trouve que ces réserves-là ne valent même pas ce qu'il faut dépenser pour la certification. Je suis dans l'obligation de donner la parole à une dame quand même. Merci. C'est Madame Racine Marina. Ma préoccupation est celle-ci. Je voulais savoir, j'ai suivi le professeur. Notre thème, mais je n'ai pas vu là où le professeur nous a mentionné en cas de fraude minière, qu'est-ce qu'on fait avec la société si on retire, quelles sont les sanctions donc qui sont prévues pour le cas de fraude. Une question. Une dernière question. Bon, je donne la parole au vice-commandant pour une dernière question. Je vois mes félicitations au professeur Je suis le docteur Christophe Molomba, médecin spécialiste, doctorant, vice-coordonnateur de la structure. Alors, je joins mes félicitations
Sœur Raphaël Makamba pour son exposé. Mais j'ai quand même une inquiétude. J'ai quand même une inquiétude parce que le chef de l'État lance la certification en plein conseil des ministres. Et je crois que le ministre sectoriel est instruit quant à ce. Quand je lis le compte rendu du conseil des ministres pour déterminer les dates, un calendrier de la certification. Ma question est la suivante. Le chef de l'État parlait-il des réserves qui existent déjà ou qui n'existent pas? Et si ce sont des réserves qui n'existent pas, cette certification peut prendre combien d'années? Merci. Merci beaucoup. Je vais laisser le temps à l'orateur de répondre. Bon, je ne sais pas si je vais me rappeler encore des questions, des réponses. Il faut donner des réponses dans la question. Alors, M. Eric secrétaire général des mines, ça c'est très bien. Ça c'est l'administration des mines. C'est quelle direction? La direction géologique. Ah, très bien. Vous dites que cette question peut être un indicateur objectivement fiable pour les RSE. Les RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Okay? Là-dedans, il y a les cahiers des charges. Il y a la notation 0,3% du chiffre d'affaires. Okay? Alors, le chiffre d'affaires, comment il est déterminé? Donc, c'est en fonction de tout ce que vous avez comme réserve ou comme quantité, par exemple, de commodités à exporter, ainsi de suite. Alors, il y a toujours la sincérité au niveau des chiffres d'affaires. Parce que même la 0,3% du chiffre d'affaires, c'est des CPM, et les affaires sociales qu'on gère, tout ça. Mais le problème est que si on connaît nos réserves, en termes de quantité, en termes de qualité, quand je parle de qualité, d'ailleurs, ça c'est ce qui est métallique, je ne suis pas dans les détails, il y a tellement de choses que je ne vais pas donner cours en fait. Ou si on parle de diamant, c'est le volume, les carats, des trucs comme ça, alors il annonce. Si on connaît ça exactement, on connaît aussi, parce que le prix des matières premières, quand les entreprises payent, on a payé autant de millions, qui fixe ça? C'est ça qui fixe tous les prix. Donc la médicale des prix, c'est chaque semaine on publie. Par rapport au cours des métaux à travers le monde, on prend les départements de données statistiques, on envoie aussi, on l'envoie partout dans l'entreprise. C'est quand ils voient ça qu'ils peuvent maintenant payer la dépense. Maintenant, nous, le prix, on ne peut pas tricher sur les prix, même s'ils trichent déjà par le prix des transferts, il y a beaucoup de problèmes à exploiter. Mais si on connaît déjà qu'en termes de production, les statistiques de production et d'exportation, c'est autant, on peut automatiquement aussi déterminer le chiffre d'affaires. Et s'ils trichent, par exemple, sur 0,3% de leur chiffre d'affaires qui doit être dirigé vers les travaux de développement communautaire, on les sait tout de suite. Et même leur cahier des charges qui signent avec les communautés, qui sont impactés par l'activité minière, on les sait aussi tout de suite. Donc, c'est vraiment un élément important. Les gestions, en fait, donc on va gérer de façon un peu optimale. Parce que là, on les fait sans connaître très bien ça. Mais après 5 ans, il faut voir les parties prenantes. Il y a les entreprises, il y a l'État. Ok? Bon, entre guillemets, le code de 2018, c'est lui qui est là en vigueur aujourd'hui, ça fait déjà plus de 5 ans. Mais il n'a jamais été suffisamment vulgarisé. Et ça, tout le monde le sait. Quand l'actuel ministre est venu, la première action, c'était la vulgarisation du code minier. C'est nous qui avons préparé. On a donné le projet coûte autant de millions, on a appelé, on verra. Mais il y a toujours des questions, on dit, mais comme il a déjà dépassé 5 ans, on est en 2024, ça fait 6 ans. Doit-on vulgariser quelque chose qui pouvait encore faire objet de révision ou tout? On a dit non. Les juristes ont dit non. Même si révision il y a, on ne peut pas toucher aux dispositions
qui vont faire mal aux entreprises minières, parce qu'on a même ces investisseurs là-bas. Si vous allez par exemple toucher à tout ce qui fait comme redevance en termes de minerais stratégiques, en termes de tout ça, pour changer les pourcentages, ils vont partir là, Zambie, là où c'est dur. Alors, on va peut-être toucher quelques dispositions là où on a même constaté que non, ça avait été mal conçu dès le départ. Donc, sur les 80% des 100%, on peut peut-être réviser 10 ou 20. Mais ça, ce n'est pas maintenant, c'est pas en 2028, non. Ça, on dit 5 ans après, mais on peut se les voir que ça, ainsi de suite, pour toutes les parties prenantes. Alors, la CTCP a déjà réfléchi, non, on ne réfléchit même pas, non, on ne peut pas réfléchir là-dessus. Nous, on veut d'abord vulgariser ces doutes-là. Il n'est pas du tout connu. On a fait le tour du pays avec le ministre. Quand tu dis, vous connaissez par exemple l'article 405 du règlement minier, non, on ne connaît pas. Et puis, vous voyez déjà les cours des règlements. En droit, c'est opposable à tous. On ne peut pas dire que non, je ne connaissais pas les codes. Non. On dit que c'est voilà, c'est ça. Vous êtes juste. Mais en réalité, nous-mêmes, on sait que non, on n'arrive pas à ça. Non, pour moi, là, je suis pour un échange pas tout de suite. On vulgarise d'abord toutes les dispositions qui sont soit ignorées, ou soit quand même, par exemple, bafouées tout de suite. Ainsi de suite. Alors, deux, monsieur l'attaché de l'État, paramètres que nous-mêmes avons utilisés pour secours et durée. Bon, je mets le tout ensemble, hein, parce que quand il y a une question qui est avec des commentaires, je ne sais même plus quel est le mot qui doit faire partie de la question. Mettre toutes les compétences pour aller vite et réduire la durée. Est-ce qu'il y a crise de confiance à l'interne? Pourquoi recourir? Bon, j'ai dit que, pour ceux qui étaient là quand j'ai commencé ma présentation, j'ai dit clairement que je vais donner les histoires un peu, je vais simplifier les histoires. Enfin, quand je donne aux études, à mes études, je dis, je vais rendre un peu le coton étant la bouillie, pas comme étant le foufou, quoi, les trucs. Donc, c'est pour dire que j'ai simplifié et j'ai enlevé beaucoup d'aspects techniques pour rendre quand même la présentation assez compréhensible par tous, parce que nous ne sommes pas du même domaine. Mais si je dois aller en détail, vous allez voir que la directive, qui traite des questions des études de faisabilité, c'est plus de 60 pages. Et j'avoue, parce que j'ai vu la passer la diapositive, j'ai dit qu'il y a la faisabilité technique. Je dois entrer à l'intérieur des techniques. Technique ne veut pas dire seulement géologue, par exemple. Là, je suis déjà au niveau des études, je ne vais pas trouver par la construction, ça va répondre à la question de l'ingénieur Dadi. Donc, en fait technique, si vous avez un titre, il y a les géologues, il y a les chimistes, les biologistes, les environnementalistes, les métallurgistes, parce que même, comme on dit, il y a même des essais métallurgiques. Donc, ça veut dire qu'on peut prendre un échantillon de minéraux, aller les traiter, jusqu'à obtenir même un petit lingot, et voir si vous avez avoir des résultats. Tout c'est fait. Donc, tout le monde intervient. Il y a les gens, pourquoi les affaires sociales sont là? Quand vous allez produire, bien sûr, il y aura des impacts négatifs dans la société. Comment les gens vont se comporter? Donc le projet minier implique presque toutes les disciplines possibles. Donc il n'y a pas que les géologues. Donc j'ai dit juste technique là. Quand vous prenez l'économie, tout est là. Donc les chimistes, ça c'est une pièce maîtresse. En fait, toutes les analyses chimiques, c'est lui qui a amené là. Parce que vous nous payez que sur les prix des ventes que vous avez vendues, la rélevance. J'ai pris juste un petit c'est des millions de dollars qui échappent. C'est ainsi maintenant que on préfère avoir des gens qui viennent de l'extérieur. Et c'est dans les deux sens. Hein. Là, c'est les détenteurs du titre qui veulent vendre. Mais il y a aussi le problème de l'État. Et eux aussi, l'État, c'est ce que je dis avec le CSC, tout ça, il y a des gens qui trichent. Mais eux aussi, ils font quoi? Mais là, ils disent que non. Chez vous, on ne les fait pas bien, on va aller faire en Italie. Ils trichent parfois aussi là-bas. C'est ainsi qu'à un moment donné, eux peuvent proposer un labo, les autres un labo. Mais nous, on va aller à notre, par exemple, un laboratoire neutre où on veut avoir des résultats, par exemple, très fiables. À l'intérieur, il y a une crise de conscience assez élevée.
Pour preuve, si vous vous rappelez, je ne sais pas si les chimistes sont là. Oui, le CSC a des labos très sophistiqués de chimistes. Moi, j'ai fait beaucoup. Donc, ils ont des spectromètres XRF, dernière technologie. Ils ont même acheté des microscopes à balayage, des MED, ceux qu'on voit en Europe à l'époque. Donc, ils ont presque maintenant tout. ICP, les spectromètres d'absorption atomique, ils ont presque tout pour analyser aujourd'hui. Ils analysent même des carottes. Le problème aussi, c'est quoi? Mais c'est les gens qui vous travaillent là-bas. Pour preuve, vous vous rappelez, une fois, il y a eu un problème de teneur de camions élevé. Des camions sont partis en Afrique du Sud, on a ramené les camions au pays. Mais qui avait analysé? Donc, les teneurs qu'on avait données ici, du rayon, on parle de rayon, étaient des teneurs de 3 microsieverts, 4, 2. Quand ça part en Afrique du Sud, c'était 15. Alors que la norme internationale dit que vous ne pouvez pas dépasser 5. Donc, c'est au-delà. Et ça a créé un incident par les Américains pour dire que vous êtes en train de vouloir enrichir l'uranium. Or, avant que ça ne sorte, il y a le CGA, ce que vous appelez NK. Ils sont dans les milieux, il y a tout le monde. Ils sont là pour vérifier si des matières radioactives ont des teneurs élevées ou des teneurs en dessous du seuil qui est autorisé par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et le CSC est là aussi pour vérifier cela parce qu'ils ont tous les paramètres. 12 camions sont sortis, ils sont rentrés au MUSC. Alors ça vous prend. Mais quand c'est rentré, on a cherché un laboratoire indépendant. Et quand on a vérifié, c'était pratiquement les 15 que les autres avaient trouvé au Cotonou. Alors que pour les, comment je vais dire, les documents donnés par CGA, c'était bon, très bon. Alors vous comprenez, pour donner très bon. Ce n'est pas le même pour les 6 mois et 6 mois de construction. Quand vous venez, on vous fait non, toutes les mois sont très bons, vous venez, ce n'est pas bon. C'est ainsi qu'à un mois donné, je n'ai pas confiance en ce que mais la preuve est qu'aujourd'hui, on ne manque tout pas laboratoire. Donc si vous donnez des valeurs, vous donnez des valeurs, vous faites la moyenne. Okay? Alors, le problème aussi, je m'excuse, tu as posé une question, ce n'est pas parce qu'on réduit les compétences aux géologues et ça dure, non. Et comme ça, on aide tout le monde. Non. C'est des étapes. Quand on fait même l'échantillonnage, un exemple, les géologues sont là, ils savent. Quand ils partent sur les terrains, ils prélèvent des échantillons. Ils les amènent, ils les analysent pas. Ils donnent au laboratoire pour les analyses, ils regardent les valeurs. Ils doivent vraiment le répartir pour le rééchantillonner. On peut même faire 3, 4, 5 campagnes d'échantillonnage. Les valeurs, par exemple, peuvent être biaisées, le rapport peut être mauvais, ou les valeurs, par exemple, l'opérateur qui a analysé était fatigué, au lieu de donner 2%, donner 5%, tout ça. C'est ce qui fait les appoints du conseil. Là, c'est parce que vous êtes seulement des géologues, non. Les géologues, c'est une petite partie du début. Donc, à la limite, tout le monde y est. Même les cuisiniers, comment est-ce que moi, bon, merci. Ingénieur Dadi, oui, géologie, oui. Ok, je pense que je sais que tu as fait pétrole et puis tu as fait géologie. C'est vrai, comme j'ai dit, ce n'est pas par omission. Donc, j'ai oublié, non, je le fais un peu sciemment parce que je ne voulais pas mettre toutes les étapes. Ok? La géophysique, quand tu parles de la gravimétrie, de la sismique, tout ça, ce sont des méthodes de prospection qu'on appelle géophysique. Ok? Alors, il y a la prospection géophysique existe. La prospection géochimique existe aussi. Même quand on dit les géologues viennent avant et même après. Ce n'est pas que non, dès que vous avez, par exemple, vos données, des gravimétries ou des sismiques, alors ça suffit, les géologues, ils viendront toujours. À Ouagadougou, il y a eu un truc là. On était à une conférence là. Quand on leur a demandé, mais en termes d'exploration, ils ont dit non, on a déjà fait de la géophysique, on a couvert tous les pays. On dit, mais ça c'est déjà important. Quand ils ont déjà couvert tous leurs pays de la géophysique, ils ont mené des idées sur beaucoup d'indices. Mais vous verrez, si vous leur demandez des ressources, ça c'est très difficile pour qu'ils vous les disent. Il faut toujours aller maintenant, passer au sondage. J'ai toujours dit aux gens que, quand je donne un exemple, quand je donne le cours, je dis non, si vous comparez la géophysique, ok,
Et la prospection au sol, ou la géologie au sol, c'est comme le médecin. Donc tu peux passer là, un scanner, regarde tout ça, mais vous allez voir que la seringue, on n'a jamais jeté. Il faudrait toujours prélever, aller analyser. C'est ça les sondages. Donc je peux regarder en 3D, les appareils sont devenus de plus en plus sophistiqués, mais on vous dit non, prends. On doit forer, prélever carottes et amener carottes au laboratoire pour savoir si ces teneurs là-bas sont vraies ou faux. Mais la géophysique fait partie intégrante, donc on passe de la géophysique. Alors, c'était un peu ça. Quatrième question, le prof, il dit, est-ce que la RDC a un plan d'action? Oui, il y a un plan stratégique, pas d'action, un plan stratégique du secteur minier qui va de 2021 à 2026, pas en 2050, donc de 2021 à 2026. Il y a le PSDEM. Et tout ce qu'on a comme action, stratégie, tout ça, on tire de ces plans-là. Le plan existe, il a été élaboré. J'ai toujours dit au Congo, on a des beaux textes, mais le problème, c'est les appliquer. L'application des textes fait problème, mais les textes sont, le plan existe. L'autre question, les acteurs impliqués dans les études de faisabilité et quelle est la durée des permis de recherche? Ok, j'en ai parlé ici. Il y a CEF, la commission d'évaluation des études de faisabilité, qui est composée de 21 membres. Alors les 21 membres là, ce ne sont pas les géologues seulement. Il y a les géologues, les ingénieurs des mines, les environnementalistes. Je vous ai parlé ici. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler des mines sans parler de l'environnement. Donc pollution de l'environnement, les dégâts miniers, tout ça, ils sont aussi dedans. Quand vous venez avec votre étude de faisabilité, que côté environnement, j'ai pu exploiter, il n'y a pas de problème. Mais on doit regarder. Quand vous allez exploiter, vos rejets, vous allez les mettre où? Et les rejets contiennent quel type de métaux? Est-ce que les métaux là ne vont pas polluer les sols? Ne vont pas polluer le... Donc, tout ça, ça doit être fait avant dans le projet. Alors, ils sont aussi là. Parce que le dossier, quand vous l'amenez, vous déposez au CAMI pour demande du permis d'exploitation. Mais vous déposez quoi? L'étude de faisabilité, que non, ce que j'avais fait comme recherche, c'est bon, mais là, je peux exploiter. Alors, montre-nous comment tu as trouvé que ce sont des réserves et exploitées. Alors, CAMI regarde, enregistre, envoie ça à l'administration des mines, à la direction, pas de géologie, mais des mines, au secrétaire général. Maintenant, eux convoquent maintenant, la commission, c'est chez eux, le président, c'est le directeur Kanda des mines, le vice-président, c'est quelqu'un de la CTCPM. C'est moi qui désigne le vice-président, M. Badosa, un géologue, et on est 3 membres. Mais sur les 21, CTCPM, il a 3. Il y a tous les ministères sectoriels, même affaires sociales, même environnement, tout le monde est là, parce que le projet concerne tout. Alors, les membres là sont là. Maintenant, quand ils étudient tout, ils disent c'est bon, alors ils donnent l'avis. Okay? Pour ces études, l'avis est favorable. Et quand ils envoient l'avis favorable, on envoie au ministre. Le ministre maintenant prend l'arrêté qui t'octroie les permis d'exploitation. Alors cet arrêté-là, maintenant, revient au CAMI et le CAMI te le donne, t'enregistres comme maintenant détenteur d'un permis d'exploitation. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, il y a une commission qui siège, mais il y a à boire et à manger aussi. Cette commission-là, plusieurs fois avec Yann, on s'est vu. Parce que je ne veux pas aller dans la fraude. Hein. Si j'entre dans les fraudes, vous allez même pleurer ici. Comme dans beaucoup de secteurs, il n'y a pas que les mines. Hein. Alors, durée permis de recherche, je l'ai dit, c'est 5 ans. C'est ce que le code prévoit, c'est 5 ans, renouvelable une fois. Ça veut dire que tu peux faire 10 ans. Si tu ne trouves rien. Maintenant, quand tu trouves, tu vas dire, non, j'ai trouvé ça, j'ai pas... Non, il y a des permis aussi, qu'on est en train de déchoir, hein, qui ont déjà fait 20 ans. Plus de 3000 permis. Mais quand on parle de permis, il y en a beaucoup. Mais là, vous dites, tout ce temps, on n'a pas encore fait. Non, mais c'est tout un travail. Tout un travail. Alors, prof Célestin, les édifices sont des références minières. Non, ça c'est faux. Ça, non, c'est faux. Donc, quand je dis c'est faux, ce n'est pas parce que vous avez peut-être trouvé une mine à côté d'une cathédrale que non, les Belges avaient laissé ça comme ça. Non. Non, c'est faux. Mais, peut-être à l'époque, une mine était dans les environs, ils ont construit. Maintenant, après, peut-être les méthodes qu'ils avaient ou les équipements qu'ils avaient n'étaient pas assez sophistiqués. Et aujourd'hui, on peut par exemple trouver des extensions tout autour. Quand vous allez au Katanga, il y a même des villages ou des cités qu'on a détruits. On a vraiment détruit. Parce qu'à l'époque, les Belges ne savaient pas qu'il y avait même une minéralisation de ce côté là-bas. C'est le hasard, ce n'est pas ça. Alors, comment une entreprise détenant un PR peut passer au PE? J'ai expliqué ici. Je l'ai encore expliqué tout de suite. Mais, pour dire comment il peut exploiter. Il a un PR et il exploite. Mais c'est ça. Mais c'est ça.
c'est ce qu'on... Alors, à l'issue de ça, je réponds aussi à une des questions qui a été posée. Au niveau du ministère des Mines, depuis l'année passée, il y a maintenant ce qu'on appelle Inspection Générale des Mines, IGEM. Bon, il n'a pas encore commencé, il attend un peu le fond. Comme l'IGF. Parce que si vous dites seulement qu'aujourd'hui, on descend sur les terrains pour vérifier tous ceux qui ont les permis de recherche, mais qui n'ont jamais fait rapport, ou pour dire qu'est-ce qu'ils ont trouvé, qu'ils n'ont pas trouvé, vous verrez que ce n'est plus des mines. Alors l'IGEM va commencer, ça sera aussi comme l'IGF. Parce que la fraude et la contrebande dans les mines, c'est vraiment monnaie courante. Comme dans beaucoup de secteurs. Alors ça, c'est ça. Il y a aussi les agents, les experts, toujours du ministère, les inspecteurs qui descendent, mais quand ils descendent, vous savez, chez moi, quand vous allez chez les Indiens, les Chinois qui sont là, ils vous appellent à côté et puis le problème est réglé. Maître Adan, c'est beaucoup de questions, mais je vais aller rapidement. Le père n'est pas soumis à des obligations de... Non, non, ils sont soumis. Quand on t'octroie un permis de recherche, il y a des obligations. Donc tu dois commencer à faire rapport. Je pense chaque année, il faut que je lise bien les dispositions, de tout ce que tu as trouvé. Tu fais les rapports, tu envoies à la direction des mines. Et quand tu n'envoies pas, on doit te rappeler pour dire pourquoi tu n'as pas envoyé. Oui. Non. Pourquoi redevance? Ils n'exploitent pas. Non, non, mais ça c'est la triche, ça c'est la fraude. Ça c'est la fraude, ça c'est autre chose. Mais légalement, ils n'exploitent pas. Légalement, ils les recherchent. Quand ils l'exploitent, ils vendent, ils ont de l'argent, là ils peuvent payer. Donc on ne peut pas mettre des impôts sur quelqu'un qui fait... Non. Des impôts, tout, il y a toute une réglementation là-dessus. Oui. Mais exploiter, c'est la triche. C'est la triche, et ça c'est connu. Toutes les entreprises trichent de PR en PE, pas toutes, presque, non. Généralement, ils le font. Mais avec tout ce qu'on a mis maintenant en place, c'est pratiquement difficile. Mais dire qu'ils trichent, ça, ils sont nombreux. L'État n'encourage pas l'ASM. Ah non, il y a un problème. Je peux vous parler de l'artisanat minier, c'est encore vraiment énorme. Même dans le code, on peut autoriser l'artisanat minier, c'est seulement là où l'exploitation industrielle ne s'y prête pas. Parce que ça ne rapporte pas en termes grand-chose. D'abord, ça pollue l'environnement et ce n'est même pas fait suivant les normes. Même si on est en train de formaliser cette exploitation là-bas. Aujourd'hui, quand un creuseur, vous connaissez un peu les Kassai ou des coins comme ça, quand il trouve qu'il y a une minération, il fait un trou. Il fait un trou, il prend. Et combien mourir dans des trous exécutés, tout. Et aujourd'hui, quand on dit on formalise, même là où l'État a autorisé, tu ne peux pas dépasser 30 mètres. Dès que tu dépasses les 30 mètres, ça c'est le domaine industriel, donc on doit t'arrêter tout de suite. Et regardez un peu industriel. Donc le minerai peut être au centre, mais regardez comment ils ont fait l'excavation. Il y a... Non mais, l'ingénieur de... Quand on dit ingénieur de mine, là, c'est pas une blague. Il y a des calculs énormes, des talus, des angles, de tout. Même des pentes là où les bains doivent circuler. Vous devez tout calculer pour qu'il n'y ait pas éboulement pour tout ça. Ça, c'est vraiment de l'art. Alors, l'artisanat, c'est soit des minéralisations qui ne se prêtent pas à une extraction industrielle, ou soit des zones où les teneurs sont tellement faibles que les miniers n'en veulent pas. Alors là, on peut exploiter artisanalement. Mais aujourd'hui, les artisanaux envahissent, on en parle, tous les miniers se plaignent, ils envahissent les périmètres miniers parce qu'ils veulent aller là où c'est très riche. Ils ne veulent pas aller là où c'est pauvre. Mais ce n'est pas dire qu'on doit... Non, on n'encourage pas. Au contraire, on voudrait formaliser pour qu'ils quittent, pour passer à la petite mine, une mine intermédiaire, avec des petits engins pour la sécurité et le respect de l'environnement. L'amiba exploité, mais on lui demande la certification, mais c'est normal. L'amiba, tous les massifs là, massif 1, massif kimberlitique, tout. Oui, c'était des ressources, mais il faut maintenant qu'ils prouvent que c'est des réserves. Mais là, ils exploitaient déjà à l'époque, ils exploitaient, parce que c'est l'État. Il y avait la CBK 20%, mais l'État c'était 80%. Maintenant qu'ils ont exploité, maintenant ils veulent que les autres investisseurs viennent. Mais non, mais ils doivent maintenant certifier que les valeurs qu'ils donnent là-bas sont correctes. Donc ils doivent donner tout ce qu'ils ont fait, et les autres maintenant doivent venir pour se certifier. Et pour certifier, comme je dis, c'est tout ça prend du temps et de l'argent. Parce qu'un investisseur, qu'on ne vous trompe pas, je vous ai montré que c'est quelque chose qui est caché. Vous lui dites non, venez mettre 1 milliard, il ne mettra pas. Il faut qu'il ait les degrés de confiance assez élevés pour qu'il vienne. C'est ainsi que quand c'est fait par les Australiens, ils savent que non, ce sont des personnes sérieuses, ils ne mentent pas. Si je peux me tromper, c'est un peu. Et même des méthodes d'évaluation des gisements, c'est des cours que nous donnons. Il y a des méthodes déterministes, des méthodes géostatistiques, il y a beaucoup de choses. Quand tu lui dis, j'ai fait avec cette méthode, tu dis, ça c'est bien. Tu as trouvé combien? Non, si c'est 100 000, en réalité, si c'est trompé, c'est 95 000.
Mais il y a d'autres méthodes, quand tu dis c'est 5 000, en réalité c'est 10 000. Alors, toi, tu vas mettre de l'argent là-bas? Non. Et l'AMIBA, c'est ça le problème. On doit certifier tout ce qu'il a pour avoir des investissements quand même, des investisseurs fiables. 7e question, madame. En cas de fraude minière, quelles sont les sanctions? Ah oui, le code minier prévoit aussi des sanctions. Il y a beaucoup de sanctions, mais nous sommes au Congo, vous comprendrez. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Parfois, on descend là-bas, ils ont triché tout. Et puis, on rentre, on dit non, on a réglé. Mais l'IGEM est là. L'inspection générale des mines, c'est pratiquement maintenant pour commencer à sanctionner tous ces contrevenants-là. Donc, ils ne font pas ce que les codes réclament. Alors, pour chuter, vice-cordo, le chef de l'État parlait-il des réserves existantes ou pas? Alors, si vous m'avez bien capté ici, j'ai dit je n'ai pas voulu aller en détail. J'ai parlé du domaine concédé et non concédé. Quand le chef de l'État parlait des réserves, que ce soit des réserves existantes, donc qu'on connaît, et que ce soit ce qu'on n'a pas encore découvert, mais lui parler de toutes les réserves. Si, il y a ce qu'on connaît, mais on les connaît à quel degré? C'est ça, c'est ce que je dis, les domaines concédés. Et là, c'est les entreprises minières qui les détiennent. Et ce qu'on ne connaît pas, alors il faut recommencer par zéro, des greenfields, s'il y en a, ainsi de suite. Mais lui parlait quand même des réserves d'une façon générale. Alors combien d'années? Ah non, je te dis, le processus lui-même peut prendre même 50 ans. Tout dépend. Mais si on les fait par bloc, et qu'on intensifie sur chaque bloc, on peut aussi réduire. Mais quoi qu'il arrive, ce processus ne peut pas prendre 5 ans, 10 ans, non. Merci. Alors, Cordon Minier, merci beaucoup pour ce brillant exposé. À présent, je vais passer le micro au Cordon pour le type de bas correspondant au sujet de ce soir et pour la deuxième partie de l'activité. Merci beaucoup, Madame la CG. Professeur, vous avez compris pourquoi je l'appelle cordon minier. Bon, parce que c'est le cordon minier. J'ai entendu un rappel sur la responsabilité sociétale des entreprises. Ben, nous y sommes, on doit avoir la position avant qu'on nous dise les mines c'est toujours beaucoup d'argent, donc les bas des mines, on ne sait pas comment ça sera. On va quand même nous dire des bas certifiés. Ok, certification ISO, c'est pas 2600, 17025. Ok, alors c'est quel bas? On parle d'un bas certifié, c'est comment? Je ne sais pas comment. Bas affectif. Donc là, c'est nous prouver qu'il est le vice-coordonnateur scientifique. Bon, tapez. On vous embrasse. Vous pouvez prendre place. Merci beaucoup. C'est toujours comme ça, souvent quand il présente, il y a tellement de questions. Même si Madame la modératrice a fait des séries de questions, je ne sais pas moi, des 7, des 5, d'une dizaine. Voilà, d'une dizaine. Ok. Bon, nous faisons communication divers, le deuil de Dr Mbelou, de l'époux de Dr Mbelou. Ça a eu lieu vendredi. Ouais, on a enterré samedi. Nous étions là le soir. Bon, il faudrait, le même samedi, on devait quand même rendre visite aussi au CT Tondi parce qu'il y avait un groupe qui était au deuil. Pour Dr Mbelou qui était là, il faut l'admettre que lui devait normalement être là parce que c'est lui qui est décédé, c'est son maître, j'allais dire son, je ne sais pas si c'est, on dit aussi son père spirituel. Donc, on devait le consoler lui aussi. Mes condoléances, M. Vice-Cordon. Il a perdu des personnes avec Dikembe au même moment. Donc, le deuil, c'était la même semaine. Et les deux sont morts de la même maladie. Et avec un écart d'âge de 2 ans. C'est ça, non?
57 ans et 55. Voilà. Et puis, les deux sont originaires du même coin. Veuillez mortuaire le même jour, enterrement le même jour. Bon. Il faut certifier ces deuils-là pour voir ce qui s'est passé réellement. Bon, je crois que vous avez compris qu'on n'a pas encore fini. Vous pouvez voir l'assistant Carlos. Alors, le deuil de l'oncle du CG, l'oncle paternel du CG. Il a été suivi aux cliniques universitaires par le vice-coordonnateur et le recteur lui-même. Voilà, il est allé là-bas déjà au stade où la maladie avait déjà fait des métastases, vous avez compris. Des métastases partout. Voilà, il venait d'un autre centre de la place. C'est les mardis qu'on va sortir le corps pour l'exposer à cinquantenaire. Donc, il faut quand même être là parce que c'est, je crois, c'est l'un des papas qui était resté. C'est lui qui vient tout juste après son père, je crois. En même temps, on a aussi un autre deuil. Ça, c'est pour ce samedi. C'est lui qui vient avant le papa de notre secrétaire général. Bon, il a habité là-bas chez eux pour le problème de santé, comme il revenait de Mbujimaï. C'est lui qui a laissé, comme on dit, le libellé à papa, à son père. Elle, c'est le vendredi et samedi. Et samedi et dimanche. Ok, donc c'est le samedi, la veillée, c'est le samedi, on enterre le dimanche. Ok. Bon, concernant la marche de santé du 26, les prix de la chemise, c'est combien? Les marches de santé, c'est polo, hein? Polo et Lacoste seulement. Ah, donc, même pas de chemise, hein? Pas de chemise, hein? Mais moi, j'allais même mettre la veste. Bon, c'est combien les polos, c'est combien les Lacoste? Seront fixés. Les 26, c'est déjà la semaine prochaine. Et ces 26-là, d'ailleurs, le vice-coordonnateur ne sera pas là parce qu'il est invité du 24 au 26 à Brazza pour continuer la voie de son maître. Et puis, nous avons reçu une invitation qui est là au bureau. On nous a invités pour une conférence. On dit « Let's talk about DRC and irresistible power ». Bon. Le thème, c'est « No one is more Congolese than a true Congolese ». C'est du 1er novembre au 2 novembre 2024 à Washington, D.C. Ok, bon, on nous a mis parmi les orateurs. Je dois parler des Congolese Scientific Elite. What strategy to put in place to end the war in the East? Ça, c'est moi. Et elle devait parler de ce qu'elle a parlé ici. Mais ce qu'on m'a donné là, je ne sais pas. Mais c'est pour le 1er et le 2 novembre. Bon. Et ils nous invitent, ils n'envoient pas les billets, et puis ils vous demandent de vous loger vous-même. Bon, je les avais dit que je dois répondre d'ici là, parce que je n'ai pas encore répondu. Ce n'est pas parce qu'on a les visas qu'on peut partir comme on veut. Sinon, on va devenir cordon minier. Je ne sais pas si j'ai terminé les différents communiqués. Bon, là, je vais demander qu'on puisse arrêter les directs. C'est fait.